Nous abordons la suite de notre exposé fondamental sur la théorie naturelle des ensembles. Il s'agit, pour rappel, de reformuler la théorie des ensembles dans un langage naturel et accessible à tous. En particulier, nous cherchons ici à nous libérer des contraintes de la logique formelle, dans laquelle la théorie axiomatique des ensembles s'écrit dans sa forme scientifique actuelle. C'est une condition nécessaire pour obtenir une théorie compréhensible qui puisse également servir de fondement à toute la mathématique moderne. Dans la première partie, dont vous trouverez la référence dans la description, nous avons abordé les notions élémentaires d'une telle théorie. L'idée simple mais extrêmement féconde que nous avons suggérée était de nous appuyer sur une théorie intuitive des classes qui sont les ensembles de l'intuition courante. En les associant étroitement à la logique naturelle, nous avons pu définir la notion d'ensemble sans logique formelle en empruntant et en transcrivant une idée de Kurt Gödel. Nous avons introduit les premiers éléments de vocabulaire et les premiers axiomes. Le méta-univers et l'axiome de réalité, les sous-classes et l'axiome de compréhension, les sous-ensembles et l'axiome des parties, les paires d'objets et l'axiome de la paire, les réunions de classes et l'axiome de la réunion, les relations et fonctions et l'axiome de remplacement. Dans cette seconde partie, nous poursuivons notre reconstruction naturelle de la théorie des ensembles en introduisant les concepts et axiomes supérieurs de la théorie selon les mêmes principes. Il s'agit notamment des ordinaux finis et de l'axiome de l'infini, des fonctions de choix et de l'axiome du choix, des hiérarchies cumulatives d'ensemble et de l'axiome de fondation, des cardinaux inaccessibles et de l'axiome de l'univers. Ces éléments, même s'ils se situent à la racine de la théorie des ensembles, restent des extraits d'un travail de recherche original dont la référence est donnée en description. En particulier, cette seconde partie est plus difficile à comprendre. Mais elle recèle de nombreux concepts et résultats essentiels et utiles à toute la mathématique théorique. Je vous encourage donc à vous efforcer d'en comprendre le plus possible et de vous laisser interroger par ce qui vous échappe. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exposition de la théorie naturelle des ensembles. En nous appuyant sur les notions d'objet et de classe issues de la logique naturelle, nous avons redéfini le concept d'ensemble de manière intuitive. Ainsi, nous avons esquissé une théorie naturelle des ensembles sans recourir à la logique formelle. Cette approche se fonde sur une théorie naïve des classes et s'appuie sur 6 axiomes. Ces derniers constituent la base de cette théorie fondamentale. Progressant vers une reconstruction complète de l'univers mathématique et une refondation de notre science de l'infini, nous introduisons les 4 axiomes supérieurs proprement mathématiques: l'infini, le choix, la fondation et l'univers. Ancrés dans une perspective logiciste intuitive, ces axiomes dispensent de l'utilisation de la logique mathématique formelle. Ils permettent également d'aborder les hiérarchies cumulatives naturelles. Celles-ci organisent les ensembles au-dessus d'un ensemble de bases données et, via les cardinaux dits inaccessibles, offrent des exemples concrets d'univers mathématiques. Ces structures servent de fondement à notre prise en charge de la théorie des catégories, qui décrit la structure à grande échelle du méta-univers. Les notions évoquées dans cette vidéo sont tirées de la publication scientifique donnée en référence dans la description. Planter un arbre dans l'univers. Les axiomes comme racines mathématiques. Inscrire la mathématique dans la théorie des ensembles. En posant les fondements d'une théorie naturelle des ensembles, à partir des notions d'objet et de classe, et sans logique formelle, nous avons adopté une approche intuitive basée sur le langage naturel. Tout l'intérêt d'une telle théorie est de pouvoir y inscrire l'intégralité de la mathématique, comme un arbre infini planté dans le terreau fertile du méta-univers. Les 6 axiomes de réalité, de la paire, de compréhension, des parties, de la réunion et de remplacement assurent en effet qu'au sein de la classe S de tous les ensembles, toutes les définitions et constructions mathématiques usuelles puissent se déployer. Car l'intérêt scientifique de la théorie des ensembles
c'est précisément de pouvoir y décrire tous les objets mathématiques et de faire de la mathématique une science unifiée par leur représentation rigoureuse à travers des structures. Reconstruire les ensembles naturels par une approche structurelle. C'est pourquoi la science mathématique ne commence véritablement qu'avec la reconstruction des ensembles naturels et leur structure arithmétique. Cela inclut notamment l'ensemble n des entiers naturels, l'ensemble z des entiers relatifs, l'ensemble q des nombres rationnels et l'ensemble r des nombres réels. En effet, l'existence de ces ensembles est en quelque sorte axiomatique. Leur émergence au sein de la théorie des ensembles repose alors sur l'adoption d'au moins une hypothèse supplémentaire, par exemple celle de l'existence du premier d'entre eux, si nous voulons fonder l'arithmétique elle-même comme science. À partir de là, nous pouvons définir, c'est-à-dire construire, tous les autres, ce qui est devenu l'approche traditionnelle. Nous y étendons la structure arithmétique naturelle pour recouvrer tout l'univers mathématique à partir des opérations ensemblistes. En ce sens, l'axiome de l'infini est la graine qui permet de planter l'arbre mathématique dans la théorie naturelle des ensembles. Les axiomes de l'infini et de Peano. Construire les entiers naturels. L'ensemble infini des entiers naturels. En effet, l'existence de l'ensemble n des entiers naturels ne va pas de soi. La notion intuitive de nombre entier naturel, bien qu'elle soit définissable de manière rigoureuse sur le plan philosophique, ne fournit pas immédiatement une définition ou une construction de l'ensemble n. Il faut donc soit en admettre l'existence, avec ses propriétés axiomatiques, soit adopter une représentation des entiers naturels dans la théorie des ensembles, par exemple par les ordinaux finis. Or, les ordinaux sont des ensembles, et la notion d'ensemble fini est habituellement définie à partir des entiers naturels. On aboutit donc à une circularité dont on peut toutefois s'extraire à partir de la définition originale suivante. Un entier naturel est un ordinal pour lequel toute partie finie et non vide admet un plus grand élément. Le concept est dès lors parfaitement défini sur le plan mathématique, et on peut alors définir la notion d'ensemble fini à partir de l'intuition naturelle. Rappelons que pour un entier naturel n, l'intervalle entier ou segment 1 n est l'ensemble des entiers naturels i compris entre 1 et n au sens large. Définition. Un ensemble E est dit fini s'il existe un entier naturel n et une bijection f de E sur le segment 1n. On démontre alors qu'un entier naturel est exactement un ordinal fini en tant qu'ensemble. On peut alors former la classe, notée oméga, des nombres entiers naturels, sous-classe infinie de la classe ordre des ordinaux. Formulation de l'axiome de l'infini. Rien ne garantit a priori, toutefois, que cette classe est un ensemble. C'est pourquoi on introduit ici le 7e axiome, dit de l'infini, sous la forme suivante. Axiome de l'infini, la classe oméga des ordinaux finis est un ensemble. En général, l'axiome de l'infini s'énonce plutôt comme suit. Il existe un ordinal infini. Toutefois, l'existence de oméga étant assurée comme classe, la formulation présente s'inscrit mieux dans la dialectique entre ensembles et classes, qui est la marque de cette théorie naturelle des ensembles. En fait, il est même possible d'introduire cet axiome sans utiliser explicitement la notion d'ordinal sous la forme suivante. Il existe un ensemble héréditaire, c'est-à-dire un ensemble d'ensembles E, tel que l'ensemble vide est élément de E, et S union le singleton S est élément de E pour tout S élément de E. On reconnaît ici une forme du principe de récurrence de l'arithmétique naturelle. Sous cette hypothèse, l'intersection de tous les ensembles E ayant cette propriété est précisément la classe oméga, un ensemble par l'axiome de compréhension. Infini et arithmétique. Sous l'axiome de l'infini, l'ensemble oméga des ordinaux finis est le premier exemple explicite d'ensemble infini et leur archétype,
puisqu'il sert de représentation à l'ensemble n des entiers naturels. Or, on sait définir le successeur d'un ordinal alpha comme l'ordinal alpha plus 1 égale alpha union le singleton alpha. La fonction S de oméga dans oméga, qui associe à un ordinal fini n l'ordinal fini n plus 1, son successeur, est donc aussi une représentation de la fonction successeur des nombres entiers naturels. On démontre en fait, à partir de la seule théorie des ensembles et sans l'axiome de l'infini, que la classe oméga des ordinaux finis et la fonction S possèdent les propriétés axiomatiques suivantes servant à fonder l'arithmétique elle-même. Proposition: la fonction S de oméga dans oméga possède les propriétés suivantes. Premièrement, 0, c'est-à-dire l'ensemble vide, n'est le successeur d'aucun ordinal fini. Deuxièmement, si deux ordinaux finis n-m ont le même successeur, c'est-à-dire si S de m égale S de n, alors m égale n. Troisièmement, si C est une sous-classe de oméga qui contient 0 et qui contient le successeur de n dès que n est élément de C, alors C égale oméga. On reconnaît ici les trois axiomes de Peano qui déterminent de manière unique la structure arithmétique de l'ensemble n, à supposer que celui-ci existe. En fait, on peut démontrer, grâce au théorème de récurrence adapté à la classe oméga, que dans la théorie naturelle des ensembles, l'axiome de l'infini est équivalent à la consistance logique de l'arithmétique de Peano. Autrement dit, l'axiome de l'infini équivaut essentiellement à l'existence d'une représentation de l'ensemble n des nombres entiers naturels. En ce sens, l'arithmétique naturelle, comme pilier de la science mathématique, se fonde en théorie des ensembles sur l'axiome de l'infini. C'est donc le premier axiome proprement mathématique de la théorie. L'axiome du choix et les ensembles infinis. Formulation de l'axiome du choix. L'axiome de l'infini énonce l'existence d'un certain ensemble infini, mais cet ensemble vient avec une structure, essentiellement la fonction successeur des ordinaux finis. Si nous devions en adopter une version abstraite, c'est-à-dire admettre l'existence d'un ensemble infini, afin d'en déduire l'axiome de l'infini, ou la consistance de l'arithmétique, il nous faudrait introduire un nouvel axiome. Sa formulation et ses applications sont toujours déroutantes, et c'est le principe suivant de la théorie des ensembles. Axiome du choix. Si C est une classe d'ensemble non vide, alors il existe une fonction f de C dans la réunion de C, telle que f de S est élément de S, pour tout S élément de C. Reformulons cet axiome pour le comprendre, en remarquant que l'utilisation de la réunion de C n'intervient que pour définir proprement la fonction f, dont les valeurs sont des éléments de C. L'axiome énonce que si C est une collection d'ensembles tous non vides, alors on peut choisir simultanément dans chaque élément S de C un élément de S. C'est ce que signifie l'existence de la fonction f, appelée fonction de choix, parce qu'elle associe à chaque ensemble S élément de C un élément f de S de S. Caractérisation de l'infinité mathématique. L'axiome du choix permet de définir de nombreux objets mathématiques sans avoir à en donner une construction explicite. Plus exactement, il permet d'assurer l'existence de certains objets que nous ne pouvons décrire explicitement. En particulier, en conjonction avec le précédent, il permet de caractériser les ensembles infinis à la fois à partir de l'ensemble oméga et de manière intrinsèque. On rappelle qu'une partie S d'un ensemble E est dite propre si elle est différente de E. Théorème. Premièrement, un ensemble E est infini si et seulement si il existe une fonction injective f de oméga dans E. Deuxièmement, un ensemble E est infini si et seulement il existe une bijection de E sur une partie propre S de E.
La caractérisation de Dedekind permet ainsi de retrouver dans la théorie naturelle des ensembles la notion d'infinité comme une propriété intrinsèque et positive, par contraste avec la notion de finitude. Celle-ci est toujours soit extrinsèque, c'est-à-dire relative à une énumération possible, soit négative, comme négation de la propriété de Dedekind. Énumération et cardinalité. La notion mathématique d'infini doit en effet de toute manière être celle de non-fini, c'est-à-dire la négation de la définition du fini que nous avons adoptée. Un ensemble est infini lorsqu'il est impossible de l'énumérer par un entier naturel. Or, le théorème de Cantor montre que les ensembles infinis n'ont pas tous le même nombre d'éléments. Il n'existe en effet pas de bijection entre un ensemble E et l'ensemble P de E des parties de E. Par exemple, il existe strictement plus de nombres réels que de nombres rationnels, ce que nous démontrons à l'aide de l'ensemble des parties de l'ensemble des entiers naturels. Mais s'il est impossible de dénombrer les ensembles infinis au sens habituel, comment distinguer leur quantité? Ici, l'axiome du choix permet précisément d'étendre l'énumération aux ensembles infinis, c'est-à-dire de compter leurs éléments. Ceci est possible grâce à un principe de récurrence dite transfinie, c'est-à-dire une extension du théorème de récurrence à partir du fameux corollaire suivant. Proposition: si E est un ensemble quelconque, alors il existe une bijection entre E et un ordinal alpha. Ceci étant dit, l'énumération de tous les ensembles grâce aux ordinaux fait apparaître une nouveauté. Tandis que toutes les manières possibles de compter les éléments d'un ensemble fini donnent le même résultat, c'est-à-dire le cardinal de l'ensemble, le nombre ordinal infini associé à l'énumération d'un ensemble infini E dépend de cette énumération. C'est ainsi que transparaît le caractère arbitraire de la fonction de choix de l'axiome dans la mise en œuvre du théorème de Zermelo. Et c'est la raison pour laquelle la quantité associée à un ensemble infini E doit être choisie parmi tous les ordinaux qui permettent de l'énumérer, comme le plus petit d'entre eux, qu'on appelle cardinal de E. L'axiome de fondation et les hiérarchies cumulatives. Avec les axiomes de l'infini et du choix, nous disposons de tout ce qui est nécessaire pour construire les objets de la mathématique moderne et énoncer leurs propriétés. Ceci étant dit, il reste deux axiomes essentiels à une théorie naturelle des ensembles, afin que celle-ci soit d'une part bien fondée au sens logique, et qu'elle puisse d'autre part intégrer la théorie des catégories, laquelle décrit la structure à grande échelle de l'univers mathématique. Les hiérarchies cumulatives. Rappelons qu'une classe C est dite transitive si pour tout ensemble E éléments de C, les éléments de E sont eux-mêmes des éléments de C. C'est-à-dire si pour tout X élément de E, on a X éléments de C, ou encore E est une sous-classe de C. Un ensemble transitif est alors un ensemble qui est transitif en tant que classe. Nous avons utilisé implicitement l'hypothèse qu'un ensemble ne peut pas être élément de lui-même, une possibilité intervenant de manière artificielle dans le paradoxe de Russell. Plus généralement, on veut éviter en théorie des ensembles l'existence de cycles d'appartenance. Il s'agirait de suites finies d'ensembles, E1, E2, etc. jusqu'à En, pour lesquels E1 est élément de E2, élément de etc., élément de En, élément de E1, qui, pour des ensembles transitifs, nous ramènent à E1, élément de E1. Intuitivement, la suppression de ces cycles permet de considérer que la construction des ensembles à partir des objets de base, soit l'ensemble vide ou un ensemble dur élément, se fait de manière hiérarchisée avec des niveaux bien identifiés. Par exemple, si AB sont deux objets, les ensembles singleton A et paire AB se situent à un niveau supérieur et le couple AB au niveau suivant. De même, si E est un ensemble, l'ensemble P de E de ses parties devrait être plus élaboré et se situer donc à un niveau supérieur.
En général, on peut définir une hiérarchie des ensembles associés à un ensemble de base, dont les éléments sont des constituants élémentaires, et ceci de la manière suivante. Définition: la hiérarchie cumulative des ensembles au-dessus d'un ensemble E est la suite V alpha de E d'ensembles, indexée par les ordinaux, et définie comme suit. Premièrement, V0 de E est l'ensemble vide. Deuxièmement, V alpha de E est l'ensemble des parties de E union V bêta de E pour tout ordinal successeur alpha de la forme bêta plus 1. Troisièmement, V alpha de E est la réunion de l'ensemble des V bêta de E pour bêta inférieur strictement à alpha pour tout ordinal limite alpha. L'axiome de fondation. La hiérarchie cumulative des ensembles au-dessus d'un ensemble E forme alors une classe V de E qui est la réunion de tous les ensembles V alpha de E pour alpha un ordinal quelconque, formée donc de tous les ensembles que la théorie permet de construire récursivement à partir de E et des axiomes de la classe S. Or, étant donné un ensemble S, on peut décomposer sa structure à partir de sa clôture transitive, c'est-à-dire le plus petit ensemble transitif noté Cl de S contenant S, ce qui nous amène à la définition suivante. Définition: un ensemble S est dit construit au-dessus d'un ensemble E si sa clôture transitive est une sous-classe de la réunion de E et de S. Cette propriété signifie essentiellement que l'ensemble S n'est constitué que d'éléments de E et d'ensembles formés à partir de E. Ainsi, les éléments de V de E sont évidemment construits au-dessus de E. La réciproque devrait être vraie. Si un ensemble est construit au-dessus de E, on devrait pouvoir le ranger dans la classe V de E. Or, pour que cela soit vrai, il nous faut ajouter un nouvel axiome qui nous assure à la fois cette possibilité en même temps que l'inexistence des cycles d'appartenance. Axiome de fondation: pour tout ensemble non vide d'ensemble S, il existe un élément X de S qui est disjoint de S. L'axiome de fondation entraîne qu'il n'existe pas de chaîne descendante infinie d'ensembles, éléments les uns des autres. C'en est en fait une formulation équivalente. Il n'existe donc pas de cycle, et on en déduit l'énoncé équivalent suivant, formulé en termes de hiérarchie cumulative. Théorème: si E est un ensemble transitif, alors tout ensemble S construit au-dessus de E est un élément de V de E. L'axiome de l'univers et les catégories. Tous les axiomes introduits jusqu'ici forment une théorie naturelle des ensembles complète. Elle ne l'est pas nécessairement au sens logicien où tout énoncé y serait décidable, mais au sens où nous avons introduit tout ce qui est nécessaire à une récapitulation intégrale de la mathématique comme science de l'infini. Cette récapitulation a en effet été réalisée dans une ontologie des classes, une théorie intuitive qui s'enracine dans la logique naturelle. Ceci étant dit, la théorie des catégories, qui a révolutionné une seconde fois la mathématique au XXe siècle, pousse l'approche structuraliste à l'extrême en fournissant le moyen d'étudier les objets mathématiques à un niveau supérieur. Or, les catégories se définissent parfaitement comme ensembles dans la théorie naturelle des ensembles. Mais le caractère modulaire des constructions qu'elles permettent nous amène à étendre ces fondements à un 10e axiome qui permet d'embrasser celles-ci dans leur sophistication algébrique et topologique. Les univers de Grothendieck. Le méta-univers U de tous les objets tombe sous le concept suivant qui généralise dans notre contexte, où l'on admet désormais l'axiome de fondation, la notion d'univers de Grothendieck. Définition. Une classe de Grothendieck, du nom du mathématicien, est une classe transitive U vérifiant les propriétés suivantes. Premièrement, le vide est un élément de U. Deuxièmement, pour tous objets AB élément de U, la paire AB est élément de U. Troisièmement,
Pour toute famille F d'ensemble de U, indexée par un ensemble élément de U, la réunion de F est un élément de U. Quatrièmement, pour tout ensemble S élément de U, l'ensemble P de S des parties de S est élément de U. La classe U est appelée un univers de Grothendieck si c'est un ensemble. Nous avons escamoté la propriété de fondation redondante avec l'axiome. Une classe de Grothendieck, c'est donc essentiellement une classe où les opérations de base de la théorie des ensembles sont possibles. Si le méta-univers est l'exemple naturel ultime, il existe a priori de nombreuses autres classes de Grothendieck distinctes. L'exemple typique est donné par les hiérarchies cumulatives. Proposition: pour tout ensemble transitif M, la classe V de M union M est une classe de Grothendieck. On distingue notamment le cas où M est l'ensemble vide, avec V de vide union vide égale V, la hiérarchie cumulative standard de tous les ensembles dits purs. Ces ensembles sont ceux dont la clôture transitive ne contient aucun urélément, c'est-à-dire aucun objet primitif du méta-univers. L'axiome de l'univers. Or, sur le plan de la théorie des catégories, la situation la plus intéressante est celle où l'on peut travailler avec des univers de Grothendieck. On peut alors définir des catégories de structures associées à un univers donné, et donc des catégories de foncteurs associés, des structures de catégories supérieures, etc. La situation typique est celle où les objets avec lesquels on travaille sont tous inclus dans un même ensemble E qu'on veut pouvoir intégrer dans un univers. Pour cela, il nous faut introduire notre 10e et dernier axiome. Axiome de l'univers. Pour tout ensemble E, il existe un univers de Grothendieck U tel que E est élément de U. Dans cette situation, peut-on construire explicitement un univers de Grothendieck à partir d'un ensemble donné, comme on l'a fait avec les hiérarchies cumulatives? La réponse est affirmative si l'on admet toutefois l'existence d'un certain type de nombre cardinal qui répond au concept suivant. Définition. Un nombre cardinal kappa est dit fortement inaccessible si, premièrement, il est strictement supérieur à oméga, deuxièmement, pour toute famille d'ensembles tels que le cardinal de l'ensemble des indices et le cardinal de f de i pour tout i sont inférieurs strictement à kappa, le cardinal de la réunion de f reste inférieur strictement à kappa. On dit que kappa est régulier. Troisièmement, pour tout cardinal lambda inférieur strictement à kappa, le cardinal 2 puissance lambda de l'ensemble des parties de lambda reste inférieur strictement à kappa. On dit que kappa est fortement limite. Ainsi, si kappa est un cardinal inaccessible, alors on peut montrer que pour tout ensemble transitif M de cardinal strictement inférieur à kappa, l'ensemble V kappa de M union M est un univers de Grothendieck. Étant alors donné un ensemble E quelconque, s'il existe un cardinal inaccessible kappa strictement supérieur à celui de E, et donc à celui de sa clôture transitive M, on peut construire explicitement un univers de Grothendieck U égale V kappa de M union M qui contient E. Mais l'existence de tels nombres cardinaux n'est pas assurée par les 9 premiers axiomes de la théorie et est en fait équivalente à l'axiome de l'univers. Proposition. L'axiome de l'univers est équivalent à la propriété suivante. Pour tout nombre cardinal lambda, il existe un cardinal inaccessible kappa, tel que kappa est strictement supérieur à lambda. En fin de compte, le nombre, auquel on réduit la grandeur et la forme, continue à régner sur la mathématique même dans l'abstraction de la théorie des ensembles. Tout comme pour l'axiome de l'infini, une propriété de structure supérieure, comme l'axiome de l'univers, consiste essentiellement en l'existence de certains nombres.